Périgueux, chef-lieu de la Dordogne. 30 000 habitants. Qu'est-ce que c'est que ça? Soyez les bienvenus. Un garde champêtre. Oyez, braves gens, soyez les bienvenus. Oyez, braves gens, soyez les bienvenus. Merci. Dans le Périgord. Nous avons 4 couleurs. Périgord noir, célèbre pour ses chênes truffiers. Périgord blanc pour le calcaire, pour ses pierres. Périgord pourpre pour le bon vin de Bergerac. Oyez, soyez les bienvenus dans le Périgord vert. Le Périgord vert, Brantôme pour ses belles forêts. Et qu'on se le dise. Quel accueil, merci. Vous êtes le garde champêtre du Périgord. Du Périgord, absolument. Bon. Je fais revivre ces traditions et j'en suis fier de présenter nos 4 couleurs. C'est magique. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Vive le Périgord. Et nous avons un dicton en Périgord. Ouais. Maille cachée, maille caport, vive le Périgord. Et qu'on se le dise. Et ça voulait dire quoi, votre dicton? Ah, métaché, métapore, moitié chien, moitié cochon, nous cherchons la truffe comme ça dans le Périgord. Avec le chien et avec le cochon, métaché, métapore. Qu'on se le dise. Écoutez, je pouvais pas mieux tomber pour le début de mon voyage dans le Périgord. Oui, c'est très bien, ça va être magnifique. Absolument. Allez à gauche. Allez à droite. Recalcul de l'itinéraire. La Dordogne est un des départements les moins peuplés de France. Les forêts couvrent 45% de son territoire. Bonjour. Tu es prêt? Ouais. Absolument. Wow. Ouais, ça gigote un peu là. Voilà. C'était pas le décollage le plus élégant? Parti. Oh, de toute façon, nous, ici en Dordogne, sur les sites que nous avons, on part sur du plat, voire même légèrement en contre-pente. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Qui plus est, le vent n'est pas peut-être des plus favorables actuellement. Mais bon, c'est des gens d'expérience. Ça se passe bien. Bon, super. Alors, attends que je m'y retrouve. Là, on est dans quel Périgord, là? C'est quoi la couleur? Alors ici, c'est le Périgord noir. Périgord noir. Bon, on est prêt? On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, emmène-moi vers le déco. Emmène-moi vers le déco. Il y a un trou là. Allez, on va vers le trou. On va vers le trou. On va vers le trou. Yeah. Wouhou. Magnifique. On peut faire du repérage pour une cueillette de champignons Voilà, là, hein. exactement. Tant qu'on va pas serrer la main des écureuils, ça va. Alors, tout se passe dans la main. Hein. Tout dans les mains. Oh, il n'y a que 2 commandes, mais c'est là que ça se passe. Je sens que tu forces un peu par moment quand même. Hein. Ah oui, bah oui, parce que Là, t'es un peu en tu force, fais hein. partie des gens bien nourris, hein, le foie gras à un moment donné. Bon, merci pour lui. Avec la Dordogne qui serpente tranquillement en dessous de nous. Ouh, c'est chouette là. Joli, hein? Ouais. Voilà, on va te faire suivre la Dordogne dans l'axe, là. Avec cette petite île au milieu, là, c'est joli comme tout.
T'as toujours du plaisir à voler? Ah, toujours. Là, c'est la seule chose dont je ne me sois jamais lassé. On se rapproche des Voilà, cimes, là. hop, Celui-là, il est pas loin, là. il n'est pas bien loin. Hop là. Ah, dis donc, il s'amuse bien, lui. Et à 2 mètres. Attention. Debout. Superbe. Nickel chrome. Et on fait comme au théâtre, rideau. Mais t'as jamais un petit passement au cœur en disant, voilà, je redeviens terrien Ça, c'est le côté, la magie s'arrête, on retrouve le sol, mais la question est souvent posée aux pilotes, quel est votre plus beau vol? Et beaucoup répondent le prochain. Et c'est ça qui nous fait vivre, qui nous fait avancer et qui nous pousse, quoi. Ça crée d'énormes problèmes familiaux, hein. On est, oh là là, c'est abominable. Madame te demande C'est de choisir entre elle et la voile. C'est une maîtresse très exigeante. Oui, c'est un nom féminin d'ailleurs, Ah oui, la voile. la voile. Ouais, c'est... On sent qu'il y a du vécu là derrière. Ah oui, non, il y a du vécu. Ben, moi, ça m'a valu un très beau mariage, puisqu'on s'était connus grâce à ça. Ça m'a valu un très beau gamin. Ça m'a valu un très beau divorce. Et du jour où Antoine s'y est mis, elle s'est dit, bon là, je vais en perdre 2. Donc là, elle s'est résolue à de meilleurs sentiments. Et maintenant, bon, elle vient voler avec nous. Elle est contente. Mais c'est vrai que pendant un moment, ça a été dur, hein. Vous êtes sorti de l'itinéraire programmé. Sorgent-Périgord, capitale de la truffe noire. Allez, Siska, tu cherches. Allez. Siska, viens. Allez. Allez, cherche. Comment ça s'appelle l'endroit où on est là? Salex. D'accord. Allez. Et donc c'est une truffière? C'est une truffière, absolument, oui. Donc là, Allez, c'est Siska. une vieille truffière qui reproduit depuis quelques années parce qu'on s'en occupe. Vous voyez, là, le chien est en train de gratter. Ouais. Non, stop. Ah, on va aller voir. Stop. Hop, elle a sorti. Elle a trouvé quelque chose? Elle a sorti. Déjà? Oui, ah Oui, oui. elle est là. Siska. Ah, là, Ah, génial. voilà. Siska, viens Ah, au voilà. pied. Siska. Tu vas pas plus vite que nous. Elle pèse combien celle-là? 150, 200 grammes? 50 grammes. 50 grammes? Ah oui, il y a la 45. terre qui... D'accord. Une fois 200 nettoyée. grammes, c'est facilement comme le poing. Ah oui, Ah oui, d'accord. 200 Donc, grammes, ouais. Comme 200 grammes, euh, c'est mon poids. Les chiens, ça cherche naturellement des Ah, trucs? là, elle va gratter, Non. regardez. Elle gratte, là. Non, non, elle subit. Je l'ai dressée. Ouais. Alors, il y a un avantage au chien par rapport au cochon? L'avantage, c'est que bon, le restant de l'année, le chien, vous l'avez chez vous. Que le cochon, vous le mettez pas dans votre cuisine ni dans votre salon. Ah ouais. Mais le cochon, pour moi, je dis bien, cherche mieux que le... Enfin, plus longtemps et mieux que le chien. Et maintenant, on va dresser notre chat. Vous voyez, le chat est très intéressé. Siska, t'as de la concurrence là. Hein. Tiger. Pourquoi est-ce que la truffe a besoin du chêne? Alors, la truffe a besoin du chêne parce que c'est un organisme qui ne pourrait pas exister sans un arbre hôte. C'est compliqué, hein, la trufficulture. Oui, c'est même plus que compliqué. Compliqué, c'est... Ce serait simple si c'était compliqué. Oui, c'est ça. C'est plus compliqué que ça C'est encore. plus compliqué. Si c'était simple, tout le monde en trouverait. Voilà. Et ça serait bon au marché, si on peut dire. Que là, ça revient malgré tout cher. Et on comprend pourquoi. Il ne suffit pas simplement de mettre un arbre en terre et puis d'attendre que le Saint-Esprit fasse le reste. Il faut une attention permanente. Voilà. Et ça, c'est pas un chêne, ça? Alors ça, c'est un charme. Alors ça marche aussi. Ah oui, le charme, ouais. Ça fait des petites truffes plus rondes qui sont parfums très délicats. L'arbre amène sa touche finale. Alors qu'est-ce qu'il y a comme indice qui vous permet de penser qu'il va y avoir des truffes quelque part? Ah ben là, par exemple, ce petit arbre, vous voyez, il commence à bien marquer là. Marqué quoi? Marqué, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe au pied. D'accord. Vous voyez? C'est ce que vous appelez le brûlé, c'est ça? C'est un début de brûlé, ça.
Donc quand il y a une zone comme ça où la végétation a disparu, Voilà. ça peut être un signe qu'il y a des truffes en dessous. Ah oui, que ça va rentrer en production. D'accord. Il faut en général 3 ans de brûler, puis après le brûler se met beaucoup plus net. Et il est d'autant plus net qu'il fait sec et qu'on est vraiment en été, quoi. À partir du mois d'août, on voit les brûlés magnifiques, quoi. Et c'est quoi comme oiseau? C'est des grues. Des crues? Ouais. Ouais. Donc là, elles tourbillonnent, elles prennent un courant ascendant pour prendre de l'altitude. Et après, donc, elles vont se remettre en V et puis ça leur permet de voler sans se fatiguer. Voilà, elles reforment leur V, ça y est. C'est exceptionnel hein, de voir ça, c'est pas... Mais là, c'est l'heure, on va en voir maintenant. Ah, c'est la rivière Rivière. Et juste à côté de la rivière Rivière, comme partout dans le Périgord, ben, il y a un petit château. Je vais y arriver. Le Périgord compte 1500 châteaux, la plus grande densité de France. Veuillez faire demi-tour. Le trajet emprunté n'est pas répertorié. Alors voilà Gino, Stéphane Bonjour. et Yota. Et Yota. C'est ça. exact. Bon, Petit poney arabe. où est-ce qu'on va se balader là? Alors, on va se balader en bordure de Dordogne. On Ouais, est sur la commune de Halle-sur-Dordogne, justement. bon. Et parce que ici on est dans quel Périgord là? Moi je m'y perds un petit peu là dans les différentes couleurs là. Oui, les Périgords. Surtout que les frontières ont changé encore il n'y a pas très longtemps. Bon, oui, t'as l'air d'y croire moyennement à ces Périgords. Oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça dédomine bien le Périgord. Ouais. En fait, ça le marque très bien même. C'est très intéressant. Après, des fois, les frontières sont pas très justes, je trouve. Là, on est dans le Périgord pourpre, alors qu'il y a D'accord. encore pas très longtemps, on était dans le Périgord noir. Pourtant pourpre normalement oui, c'est la vigne, Ben oui, ça serait la vigne. Hein. Et là, il y a beaucoup de culture mais pas de vigne. et pas de vigne. Alors voilà, on arrive sur le bord de la rivière, sur la plage de Sort, très typique à notre secteur. Hein. Là, on va passer dans le hameau assez typique, le hameau de Sort, avec une particularité sur cette maison, c'est qu'elle a une fenêtre en angle. Ah oui, C'est vraiment... on dirait qu'elle a été coupée la maison, ouais. Ouais, c'est assez particulier. C'est vraiment très joli cet angle de fenêtre. Non, t'as envie de manger du maïs toi. Allez, voilà. Allez, un petit coup de maïs. Et il a eu sa panouille. Hein. Mange du popcorn mais pas cuit. Comment tu fais pour te faire obéir toi par tes chevaux? C'est surtout de l'expérience. Le lien se fait au fur et à mesure. Il y a quand même toujours un rapport de force, non? Le cheval. Il y a un rapport de Faut force. montrer que qui Bien c'est le sûr. patron, quoi. Oui, il y a un rapport. Après, il n'a pas besoin d'être vraiment très dur. Il faut accompagner. On a un peu oublié même que le cheval, c'est vraiment l'animal qui nous a permis d'évoluer. Ouais, ouais. Parce que c'est ce qui a permis d'avancer, de se déplacer, On a utilisé sa force de travail aussi dans les industries. tout à fait, dans Ouais. des choses, dans des forces que l'homme n'aurait pas pu faire lui-même. Ouais, ouais, il nous a aidé à construire notre monde. Bon, super, merci pour la balade. Bah de rien, c'était avec grand plaisir. Ah, c'était sympa. Merci Gino.
Les forêts du Périgord sont constituées principalement de chênes et de châtaigniers. On y trouve de nombreux champignons, dont le cèpe de Bordeaux. Le bâton, on n'a pas pris le bâton, putain. On a oublié. Moi j'ai le couteau. Pourquoi le bâton? Ça sert à quoi le bâton? À marcher dans le bois à tenir, d'accord. et à tenir l'équilibre. Et des fois à découvrir. On voit une bosse, on découvre. Vous découvrez quoi? Il y a le cèpe qui est dessous, qui est caché. Ah oui, d'accord, qui se cachait, qui se terrait. Ça fait là quand même, hein. Il y a un peu de vent quand même. Aïe aïe aïe. Et le vent là, ça va pas leur faire peur aux champignons? Non, non, non. Au contraire, ils vont sortir pour voir le vent. Qu'est-ce que c'est la médaille que vous avez autour du cou là? Vous avez une médaille autour du cou? Ouais, ben, c'est la médaille de la confrérie. De la confrérie. Alors expliquez-moi qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la médaille de la confrérie. Lorsqu'on est confrère, on a droit à la médaille. Alors c'est quoi? Confrérie myco-gastronomique. Voilà. Le mot gastronomique est important, je crois. Hein. Voilà. Vous aimez la nature, mais bien cuite. Ouais, je l'aime à table surtout. Quand je suis dans les bois, que je trouve un cèpe, je mets un genou à terre, je lui parle, je dis, toi mon ami, tu n'es pas tout seul. Tes frères sont où? Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Oh là là, terrible ça. Un bosquet de trompette. Un bouquet. Un bouquet, On va d'accord. dire un bouquet. Un bouquet. C'est bien, mon grand-maître, ça a trouvé de belles trompettes. Ça sent bon votre poignet là. Tous les champignons apportent des saveurs qui sont spécifiques à l'espèce. Et même à l'intérieur de la même espèce. Même dans la même espèce, suivant la nature du sol, on est dans les contreforts du Massif central. On est au pied du Massif central, Schiste, calcaire. donc des argiles. Et là, on change énormément. Et donc, bien souvent, d'un versant d'une colline à une autre, on a, sur la même espèce, on a des saveurs complètement différentes. Alors, attendez, celui-là, là. Ça, c'est des amanite phalloïdes, ça. Et vous mélangez l'amanite phalloïde Non, mais là, avec des champignons que vous allez manger? ça n'a pas d'incidence à le mélanger. Mais il n'y a pas des toxines qui vont passer... Non, des toxines, c'est pas au toucher, c'est à la consommation. C'est pour la belle-mère, celle-là. C'est l'omelette pour la belle-mère. Ça dépend du belle-mère. Ça, c'est joli, hein. C'est joli, mais c'est petit. Oui, ça vaut rien, mais c'est magnifique. C'est la nature, hein. Vous, c'est la poésie et la beauté des champignons qui vous intéressent. Ah ouais, c'est beau, ouais. C'est beau. Quand il y a la variété, c'est magnifique, toutes ces couleurs. Où est-ce qu'elle trouve toutes ces idées, la Ah nature? ouais, c'est formidable. Je le demande. Toutes ces couleurs. Qu'est-ce que vous faites dans la confrérie, vous? Donc moi je suis Jean-Daniel Villatte, donc je suis le grand maître de la confrérie. D'accord. On vous reconnaît à votre gérole sur la tête. Voilà, c'est un chapeau différent de mes chevaliers pour différencier le grand maître, donc, qui est le président, puisque nous sommes une association. Et le bureau se compose donc du grand scribe. Grand scribe, levez la main. Voilà. D'accord. Là nous avons notre sage. En quoi vous êtes sage? Parce que vous avez plus de connaissances mycologiques que les autres? Je suis le seul à être sérieux dans l'association. Je suis pas sûr. Si. Donc là c'est le grand argentier, D'accord. hein, c'est le trésorier en quelque sorte. Et là c'est notre tout petit, c'est notre péchou. Notre péchou qui est cuisinier avant tout, formateur, et qui est aussi dans notre confrérie le grand sommelier. D'accord. Et vous avez droit à un sceptre? Non, c'est le bâton qu'on a. C'est Normalement, chaque chevalier a le bâton de la confrérie. D'accord. Mais là, ils sont tellement bien organisés qu'ils ont oublié tous leur bâton. Il n'y a que moi qui l'ai. Eh oui. Moi je l'ai. Ouais, proportionnel au bonheur. Et de dos on est pas mal non plus. Hein. Vous êtes resplendissants, les mecs. Ah oui, pas mal. Ah, vous êtes... Erreur programme, échec de la localisation. La noix du Périgord est protégée par une AOC. C'est la deuxième région productrice française. Bonjour monsieur. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites? je ramasse les noix. Comment ça, vous ramassez les noix? Alors, vous voyez, on ne les ramasse plus à la main, on ne se baisse plus, on a moins mal au dos. Ouais. Ceci a été importé d'Amérique. Ça servait à ramasser les balles de golf. D'accord. Et là, maintenant, il y a une société qui l'a importé en France. Et bien, on ramasse les noix plus facilement, on a moins mal au dos. Et puis, c'est plus pratique, disons.
Faites voir. Vous voyez, les noix montent toutes seules. Ah, c'est magique. Et alors, ça enlève les feuilles. Oui, ça ramasse que la noix. On peut essayer? Allez-y, allez-y. Ah bah ouais, super. Mais oh là là, je suis impressionné. Hein. Non mais c'est des choses comme ça, moi je trouve, qui redonnent confiance au genre humain. Ah oui, et on puis invente bon... toujours des nouvelles choses. Alors, vous faites pas ça de manière professionnelle, parce que vous avez des tout petits rendements là? Non, mais juste c'est pour le plaisir, quoi. C'est pour les noyers étaient là, donc on ramasse les noix et c'est surtout pour avoir l'huile de noix pour la consommation personnelle, quoi. Ah d'accord. Et alors, et votre système là, ça marche pour les escargots? Je crois pas, je sais pas, je pense pas. Hein. Ça doit marcher peut-être pour les châtaignes. Bon, super, ok. Bon, bah merci. Voilà. Tentative d'optimisation de l'itinéraire. Veuillez rejoindre l'autoroute. Le Périgord abrite un grand nombre de sites préhistoriques, comme Lascaux et Cro-Magnon. Les traces de peuplement y remontent à 30 000 ans. Donc là, c'est la Vézère. Hein. On est revenu en vallée Vézère. Ah oui, on est juste au-dessus. On est, voilà. Et dessous, c'est des abris. C'est une deuxième ligne d'abris. Là, c'est un abri qui était habité aussi? Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne d'abri. Voilà des abris. Alors, l'escalier, c'est du Moyen-Âge. Hein. C'est pas préhistorique, bien sûr. Mais voilà l'abri qui est assez sympa. Ah oui, c'est immense. Ouais, j'aime bien. Ce site, il était occupé donc à la préhistoire? Oui. D'accord. Voilà. Donc ils avaient l'abri sous roche, c'est vraiment le lieu de vie des hommes préhistoriques. D'accord. Donc là, vous me parlez de quelle période à peu près? Alors là, on est autour de moins 34 000 ans. D'accord. Donc toutes ces cavités qu'on voit ici, donc ça date du Moyen-Âge. C'est ça. À la préhistoire, ils n'aménagent pas les parois. Hein. Ils vivent dans l'abri. Ils ont juste un système de fermeture à base de peaux d'animaux. Hein. C'est une fois qu'il y aura les outils métalliques que tac, 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 ils vont creuser et s'aménager des choses. Mais là, on est dans une autre configuration. On est sur des sites refuges. C'est stratégique par rapport à des problèmes liés à des guerres seigneuriales locales et compagnie. On n'est pas loin d'un point de vue que les hommes pouvaient avoir à l'époque du Paléolithique. Oui. Mais est-ce que le paysage, c'était le même? Non. C'est la dernière glaciation. Donc au niveau de la végétation, elle est plutôt rare. Parce qu'il faisait beaucoup plus froid? Il faisait beaucoup plus froid, peu d'humidité, donc la végétation avait du mal à se développer. Toundra. Avec des rennes, des bisons, des chevaux, des ceux qu'on ne retrouve pas des à hyènes. Lascaux. Voilà, dans tous les sites ornés. Voilà, les chevaux primitifs. Et on a une idée de ce qu'ils mangeaient? Oui, ils mangent principalement au niveau de la viande du renne, des végétaux, voilà quoi. Ils ont l'appellation de chasseurs-cueilleurs. Voilà. Ils Voilà. étaient chasseurs-cueilleurs. Voilà. Et ce qu'on verra en pratiquant l'activité chasse dans quelques minutes, ils vont inventer des techniques de chasse assez incroyables. Comme la première arme de jet de l'histoire de l'humanité. Oula, d'accord. Dis donc, je vais te parler autrement là. N'est-ce pas? Et alors tu me parles de rennes, mais par contre là tu veux qu'on tire sur un bison. Un pauvre bison là. Ouais, on a un peu faim là, hein. On va amorcer Ça va l'hiver. faire des gros Donc steaks, ça. voilà, il nous faut un peu de stock de nourriture. Hein. Donc on va y aller, on va chasser du gros et du gras. C'est presque émouvant de penser que c'est une reconstitution de quelque chose qui a servi à nos ancêtres il y a 40 000 ans. Ben exactement. Donc ça sert à quoi ces reproductions d'armes? Ça sert à comprendre exactement les techniques de chasse préhistoriques. Et de comprendre que, par exemple, l'eau propulseur, un homme, une femme, un adolescent, droitier ou gaucher, peut s'en servir et peut utiliser la même arme. Ce qui est génial. L'arc est plutôt adapté à son tireur, à la force de son tireur. Donc je vais te prêter un petit propulseur. Ok. Donc tu es droitier, Ouais. ta main droite passe dans la dragonne et tient très fermement le propulseur. Tu te mets vraiment face à moi, y compris les pieds, face à moi. On met la sagaie ici. Là, tu fixes l'animal, tu es très concentré sur l'animal et tu fouettes avec un geste très sec sans arrêter ton geste. Oui, bien. Pas mal. Ah, Pas j'étais un mal. peu au-dessus. Tu vois, Non, je voulais mais- pas le blesser en fait. Voilà. Après, il y a la cueillette. Pile au-dessus du garrot. Alors oui, ça rentre vraiment, hein, dis donc, c'est efficace. Hein. Et alors, il y avait d'autres formes de tir sinon? Et si vous voulez se mettre plus loin? Oui, avec un tir parabolique. Ah ouais, ça faisait appel à beaucoup de facultés mentales, hein, Exactement. d'anticipation, de calcul des c'est une distances. chasse qui est très complexe. Hein. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Très cérébral. Très cérébrale. Alors, je te montre. Vas-y. Elle est où? Oh là là.
C'est un vrai sport quand même. Ah oui, oui, oui. En période de championnat, on s'entraîne quand même auparavant. De championnat, c'est-à-dire quoi? Je comprends pas. Eh bien, en Europe, il y a les championnats d'Europe de tir aux armes de jet préhistoriques, donc tir à l'arc et tir au propulseur. Il y a une fédération? Non, c'est un championnat qui ne se fait que sur les sites préhistoriques en fait. Ça doit être rigolo ça. Eh ben, on le fait tous les ans au mois de mai ici. C'est ouvert et gratuit à tout le monde. Et en même temps, on fait tout ce qui a trait à la préhistoire autour. Nourriture, taille de silex. Tout le monde peut participer à ces ateliers autour des championnats pour vraiment, pendant un week-end, se mettre dans des conditions paléo. Rendre la préhistoire concrète. Vivante et vivante. Cet itinéraire ne figure pas dans ma base de données. La couleur blanche du sol témoigne d'un sous-sol principalement constitué de calcaire. On a l'impression d'être dans le ventre d'une baleine. Ouais, ou une baleine fossile, minérale, côté Pinocchio. Pinocchio? Ouais, dans le ventre de la baleine. C'est chouette au-dessus, là, dis donc. Là, c'est le travail de l'eau qu'on voit. Tout ça, ça a été creusé par l'eau. Et ça a été creusé dans le plateau karstique. Voilà, donc là, on est dans une couche calcaire qui, elle, s'est formée sous les mers il y a 90 millions d'années. Donc c'est des sédiments? Voilà, des sédiments, des couches de sable, de détritus divers. Et ce qu'on a ici, là, qui fait 1 mètre, ben, ça représente plusieurs milliers d'années de sédiments, de dépôts. C'est une machine à remonter le temps. Il n'y a pas de fossiles autres que les grains de sable? Alors, ben si, puisque tu te parles de ça, il y en a justement 2 ici, là. Parce que tu me dis qu'il y avait la mer ici, moi je demande qu'à te croire. Hein. Bien sûr, mais donc on a une petite strate ici, puis il y en a un qui est un petit peu plus... C'est une espèce d'ammonite ou... Peut-être, ouais. Je ne suis pas spécialiste des fossiles, mais en tout cas, on voit bien la marque du coquillage. Le coquillage ici. Au milieu des grains de sable de l'ancienne mer qui recouvrait la Dordogne. Et donc ça, c'était il y a 90 millions d'années. Oh, dis donc, c'est chouette, ça, c'est magnifique, là. Il y a la dentelle, là. Sur une paroi, il dépose des coulées de calcaire comme ça. Alors ici, ça semble un petit peu terne parce que c'est plus actif, mais ça peut être très transparent, translucide. Oui, c'est étroit, dis donc. Pardon? C'est étroit. Ouais, un petit peu, c'est surtout bas, plafond, mais c'est assez large. Bon, mais ici, alors, c'était une grotte d'habitation ou c'était une grotte sacrée? D'habitation, non. Préhistorique? Non, pas d'habitation. Donc les hommes préhistoriques, ils venaient bien dans les cavités, mais pour faire plutôt des rites qu'on pourrait qualifier de chamaniques, de spirituels, etc. Mais en tout cas, ils vivaient pas sous terre. Oh là, dis donc, le plafond, là. Plein de concrétions. Ouais, des milliers de stalactites, ouais. Qu'est-ce que tu trouves, toi, ici, dans les grottes? Un espace de liberté, le fait de ne pas avoir de repères extérieurs, on se met un peu en parenthèse dans ce milieu-là. On peut oublier plein de choses, on n'est pas rattrapé par la vie quotidienne, par tout un tas de choses qu'on subit à l'extérieur. Ici, on est protégé. Donc c'est vraiment une parenthèse. Ouais. Faites demi-tour. Si vous ne faites pas demi-tour, le GPS passera en mode veille. Ça, c'est magnifique. Une sculpture qui doit représenter, je pense, un panier avec des cèpes. Je crois qu'il y en a une autre là-bas. Les cèpes, c'est une spécialité de la région. Par contre, la sculpture de rond-point, ça, c'est une spécialité française. J'espère que les cèpes qui m'attendent à la foire de Villefranche du Périgord seront plus comestibles. Photographiez le plus beau champignon que vous voyez et adressez-nous le cliché par internet. L'auteur de la plus belle photo de champignon sera récompensé par un couteau de nontron à virole avec manche en buis et son nom gravé sur la lame. Villefranche du Périgord,
plus ancienne bastide de Dordogne est célèbre pour son marché aux cèpes. C'est un marché réglementé qui nécessite un suivi très sérieux. Le cèpe que vous avez ici à Villefranche du Périgord est un cèpe évidemment de qualité. Il fait partie du canton. Je vais lui dire, attends. C'est là-bas, non? J'en ai encore un autre, j'en ai vu. Celle-là? Oui. Montrez-moi par exemple lesquels vous trouvez beaux. Ah, mais les têtes noires, là, c'est magnifique. Hein. Lesquels? Ces têtes noires, là, celui-là, là. Et quand vous voyez le dessous qui est blanc comme ça, là, c'est un beau champignon. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer là ensuite là, À 16h, les gens vont acheter. D'accord. Et voilà. Alors là, je suis content parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques cèpes. Il y en a un petit peu plus qu'hier, je crois. Ramenez-en autant demain. Ah ben si. Compte sur vous demain. Qu'est-ce qui se passe là? On sent une tension là. Quoi? On sent une tension là. Ah oui, mais tout. Ça y est, voilà, le marché est ouvert. Ouh, ça part tout de suite, hein. Ça part tout de suite. Oh là là, c'est la cohue là. Alors on dirait que par là, il y a beaucoup de monde. Vous hésitez? Oui. Pourquoi vous hésitez? C'est un des mieux. Ah ouais, bah c'est tout ce qui reste là. Ça fait 5 minutes que ça a commencé là. C'est pour cela, ouais. Ça fait 4 minutes que ça a commencé et voilà. C'est parti à toute vitesse, hein. J'étais surpris. Hein. Un quart d'heure là et tout est parti. Combien vous avez payé le cajot sans indiscrétion? Eh ben écoutez, ça vaut 58 000. Combien? 58 000. 58. Pourquoi faut pas le dire? C'est un marché, donc on dit le prix. Ça. On parle obligé, le champignon, on parle pas le prix, il n'y a pas de prix pour ça, c'est comme ça. Tellement c'est beau. Ben oui. Le cèpe, c'est un mystère. Hein. C'est mystérieux. Et le mystère, il se termine ici sur la place de Villefranche à chaque fois qu'il y a des cèpes. Voilà. C'est quoi ce mystère? Pourquoi ça parce que le cèpe, c'est la pousse mystère. Mais oui, c'est une passion. Les gens, c'est une drogue ici, le cèpe. Oui, puis c'est un produit qui échappe à l'industrialisation. Voilà, en plus. En plus, c'est pour ça que c'est un produit mystérieux. Oui, ils sont beaux, ceux-là. Et sentez un peu, vous avez la vue, l'odeur. Ah ouais, ils sentent bon. Vous les aviez repérés avant? C'est vrai. Et donc vous avez foncé tout de suite, on va les avoir. Bon. Et comment ils vont finir ceux-là alors? À la poêle. À la poêle. À la poêle avec de l'ail et du persil. Bon, qu'est-ce qui se passe ici là? Alors, c'est l'omelette au cèpe. On a fait revenir et cuire les cèpes en petits morceaux. Ouais. À la graisse de canard. Dans le pays, ils n'ont pas de cholestérol avec ça. C'est ce qu'on appelle de la bonne graisse? C'est ce qu'on appelle de la bonne graisse. Vous y croyez ça? Oui. Bonne graisse, mauvaise graisse? Bah, bien sûr, ouais. tout à fait. Ah bon, bon. Oui. 45 ans de graisse, j'ai pas de cholestérol. D'accord, ok, je suis convaincu. Alors voilà, le grand moment. Bon, ça. Bon, là c'est le moment difficile là parce que est-ce qu'elle va coller l'omelette? Il y a un risque là quand même. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de gras. J'ai ajouté un peu de gras pour pas qu'elle accroche. Un peu de gras. Juste un peu, oui. Ouais, on a vu ça, ouais. Ah, ça c'est 45 ans de poignée, ça. Allez, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le cèpe? Oh, le cèpe. Le cèpe. Voilà, c'est le soir. Il a plu toute la journée. Et là, d'un seul coup, ça s'est dégagé. Mais il y a une brume incroyable qui se dégage du sol. Une brume qui fait 1 mètre de haut et qui enveloppe tous les reliefs. Allez à gauche. Vous allez dans la direction opposée à votre destination.
tout droit. La Dordogne accueille de nombreux résidents hollandais et britanniques. Suis-moi. Ouais. On va voir le labo. Bon, c'est un labo de quoi? Labo de fromage. Mais Ouais. c'est ça, c'est le terrain de mon mari qui fait les fromages. Moi, je fais très peu, je les vends. Je parle surtout. Alors, on va aller voir Ok, je te suis. où il est. Ça, c'est le cahier qui est en train d'être lavé. Après, on enlève le petit lait qui va couler par là Ouais. et qu'un autre agriculteur vient pour le récupérer et c'est bon pour les cochons. Ah, tous les deux, vous êtes hollandais tous les deux, c'est Oui. ça? Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivés dans le Périgord? Il y a 6 ans. 6 ans, ouais. Oui. Je vais te montrer la salle d'affinage. Bah écoute, tu fais des fromages hollandais? Ça ressemble à de la mimolette ou à du gouda? Alors nous, on dit c'est du fromage français fait dans la tradition hollandaise. Parce que le gouda, ça vient du Pays-Bas. Alors on ne peut pas le faire ici. Mais on a modifié un peu selon le goût des Périgourdins. On fait beaucoup de mélanges. Là, il y a la noix qui est dedans. Et ce sont nos noix. Ça c'est piment? Piment d'Espelette. Ça, c'est basilic, gingembre. C'est pas tout à fait une affinée. Alors Basilic et gingembre? Oui. En France, le fromage, c'est un peu sacré. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français qui penseraient à mettre basilic, gingembre dans du fromage. Toi, en tant que Hollandaise, peut-être que tu as plus d'audace. Mais je sais pas, on le fait et c'est pas que tout ce qu'on fait est bon. On a essayé aussi avec la lavande, ça donnait un fromage au goût de savon que même les chiens n'ont pas voulu manger. Oui, voilà, on a jeté. C'est raté. Oui, voilà, c'est raté. Bonjour Alain. Ça va et toi? Oui, j'ai cru que vous allez jamais arriver. Bonjour Alain. Bon. Là, vous êtes venu récupérer le petit lait, c'est ça? Voilà. Bon. Pour vos cochons? Oui, pour les cochons, oui. D'accord. Et ça, c'est bon, c'est des protéines. Ouais. Ça vaut du maïs. Alors, il y a une contrepartie en échange du petit lait, qu'est-ce que vous leur donnez? Alors, du cochon, voilà, parce que... Ah, d'accord, voilà. je comprends. Ils voulaient pas d'argent, ils veulent pas... Ils m'ont dit, nous, on le jette. Alors, bon, donc... Comment tu les vois, toi, les Périgourdins? Comment je les vois? C'est difficile. Quand on est arrivé, j'ai eu des gens qui ont dit « Ah, je comprends pas que tu as choisi le Périgord pour aller vivre parce que les gens sont difficiles, ils sont fermés, c'est vraiment difficile d'y rentrer. » Mais moi, je crois que c'est pas le Périgourdin. Si toi, tu es ouvert, il s'ouvre aussi. Ouais. C'est pas ça? Oui, c'est pas, quand on m'a dit, tu vas chez les Hollandais, ils sont... Mais bon, on s'entend bien, quoi, en fait, c'est vrai. Tous les deux, vous êtes vraiment représentatifs ou pas? Toi, tu crois que tu es représentatif du Périgourdin? Alors, j'ai déjà l'accent. Oui. Et la chemise. Voilà. Et ça, c'est le trésor des cochons. Ça, ils vont aimer. Voilà, ça s'appelle Leçon de chant. Bon, j'ai écrit les chansons, moi j'y connais rien du tout, quoi. Et ça parle de quoi? De mon métier, de la politique, de la vie, de mes amours. T'aimes bien? Alors, je crois ça ne sera pas un grand star, mais j'adore Alain. J'adore Alain. Voilà. L'agriculture, c'est la couture, du coin de rosée au fil des jours. Elle tisse sa trame de labour sur une toile, une étoile bleue d'air pur. Si tu veux faire de l'oseille, pas la peine d'en perdre le sommeil. Si tu veux engranger des millions, il ne faut pas te peler l'oignon. Aujourd'hui, pour faire son beurre, point de sueur ni de labeur. Aujourd'hui, pour faire du blé, suffit de remplir l'imprimé. L'agriculture, c'est de la couture,
du point de rosée au fil des jours. Elle tisse sa trame de labour sur une toile, une étoile bleue. On est parti au gré du vent. Donc ici on a un point de décollage qui est génial parce qu'on a quasiment pas de vent. Puis c'est génial parce qu'on a la vue sur le château. Donc c'est le château de Hautefort. Ouais. On est sur un château qui est vraiment atypique par rapport au Périgord parce que la plupart des châteaux en Périgord sont plutôt des châteaux du type moyenâgeux. Et là, on a un château qui a une base moyenâgeuse et qui a été remanié ensuite avec des architectes, ceux qui ont fait le château de la Loire derrière. Oui, il fait très Renaissance. On est au-dessus de quel Périgord ici? Ici, on est à la croisée de 3 Périgords, le Périgord blanc, le Périgord vert et le Périgord noir. On a l'impression qu'on peut lire le paysage comme ça, ici. Exact. Le gros avantage du ballon, c'est qu'on a un 360 degrés en permanence. On a un balcon sur la France et à partir de là, on peut voir tout ce qu'on veut par rapport à ça. Typique le petit village périgourdin, il n'y a pas une seule maison neuve, tu vois, c'est la maison bourgeoise, les fermes à côté, le pigeonnier. Ouais, on voit bien l'organisation du village. Ouais, là c'est vraiment typique. Le sommet de la Dutte, là-bas, c'est le Périgord vert qui commence, donc on retrouve plus de noyers. Cultures de noyers, elles ont disparu là-bas. Parce que c'est une zone justement qui est alluvionnaire sur laquelle on n'a pas de calcaire. Et dès qu'on remonte sur la butte, tac, on a des cultures de noyers sur la butte parce qu'automatiquement on retrouve la terre avec le calcaire. On a un autre petit château ici qui est planté au milieu des bois. Ce qui est bien, c'est qu'ici on a du joli patrimoine toujours un peu partout, quoi. Et là, on a des bories. Les bories, les anciennes cabanes de berger en calcaire qu'on retrouve. On en a une juste en bordure du champ ici. On en a une autre en plein milieu du champ qui est là-bas. Ça, c'est typique du paysage périgourdin. C'est typique des parties calcaires où on avait les bergers qui gardaient leurs troupeaux. Et donc ça, c'était les abris de bergers. Regarde, 3 chevreuils. Ouais. C'est la mère avec les 2 petits de l'année dernière, ça. Oh, c'est pas mal. Ils vont ressortir dans le champ. Oui, voilà. Ah, ils vont dans le bois. Ils vont se planquer dans le bois. Voilà. Donc là, on va se laisser descendre à ras des arbres. On descend à la surface de la canopée, ramasser des feuilles, flirter avec la cime des arbres. C'est le seul paramètre que tu maîtrises en fait, l'altitude. L'altitude. On monte, on descend en ballon. On cherche les couches appropriées de vent qui nous intéressent. Et ce qui est génial dans la région, c'est qu'on a plein de couches. L'air froid qui descend de la vallée, là c'est un vent propre à la vallée, qui est lourd, qui descend du massif central. Et ensuite on a le vent météo au-dessus. Donc avec toutes ces couches de vent, on arrive à faire plein de choses. On va dans la couche qui nous intéresse pour aller à droite ou à gauche, pour ralentir ou pas ralentir, reprendre de la vitesse, changer de paysage. Ça fait partie du plaisir du ballon, ce côté aléatoire. Oui, alors c'est pas un côté vraiment aléatoire, c'est le plaisir, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va faire. On est obligé d'être en harmonie avec la nature, parce qu'on est obligé d'analyser ce qui se passe au fur et à mesure et de faire avec. C'est sûr que tu composes bien, là, on est prêt quand même. Hein. Ouais. Voilà, c'est le côté magique du ballon, quoi. Alors faire ce qu'on fait, il n'y a que les ballons qui peuvent le faire. Tous les autres, dans tout ce qui vole, s'ils sont là, ils sont mal barrés. C'est mauvais signe. Ouais.
Avoir cette vision-là de la forêt, on se sent vraiment privilégié, hein. C'est unique. Toi, ça te plaît toujours de faire du ballon? Ouais, ça, je veux dire, qui se lasserait de ça? Aller se balader comme ça, être privilégié à la cime des arbres et tout. Aller effleurer la cime des arbres comme ça, aller cueillir quelques feuilles au-dessus. Qui se lasse de ça? Et vous? Tentative d'optimisation de l'itinéraire. Faites demi-tour. Le château de Comarque a été fondé au XIIe siècle sur un site habité depuis la préhistoire. On peut se retourner là? Et là, on a une vue un peu inédite, totalement inédite, parce qu'on a dégagé la forêt qui allait sur l'étage supérieur et l'étage médian contre le château. Votre famille est sur le site depuis combien de temps? Au 12e. 12e. Donc là, il y a quand même eu des habitants antérieurs à votre famille. Absolument, et dès la préhistoire, donc. Et là, donc, maintenant, on redécouvre le site, vous voyez, qui était totalement enfoui. Incroyable. On ne voyait plus rien. Donc ça fait 50 ans que je m'acharne à dégager, découvrir et à consolider les murs. Quand vous avez repris ce site il y a 50 ans, il était recouvert par la forêt? Entièrement. Donc il n'était pas aussi lisible qu'il peut l'être maintenant? Pas du tout. Attendez, j'ai du mal à lire le site là. Et vous pouvez m'expliquer un petit peu comment il est organisé? Alors vous avez tous les troglots à la base de cette falaise. Moyen-Âge? Au Moyen-Âge. Ouais. Et puis la chapelle. Et puis les différentes maisons du castrum. Qu'est-ce que c'est, un castrum? C'est un rassemblement de maisons nobles à l'intérieur de l'enceinte, de plusieurs familles nobles. D'accord. Et le château proprement dit, et qui va du 12e au 14e. Et le site a été abandonné au 16e. Ce site, c'est ça le privilège, résume à lui tout seul, comme les strates d'un livre ouvert, un peu, toute l'histoire de l'homme depuis 150 000 ans, en tous les cas 15 000 ans, qui sont comme se racontent. Et on a, grâce au fait que cette vallée est restée inchangée, il n'y a aucune insertion du XXe siècle. Quand on rentre dans cette vallée, les gens peuvent rêver, imaginer, voir évoluer les hommes à ces différentes périodes. C'est ça la spécificité de Comarque également, c'est que c'est un monument et un environnement préservé. Et à l'intérieur de cette petite cité, là, il y avait donc à la fois une mixité avec les animaux ici, et puis tous les aménagements, les lits, les bas-flancs. Et on a tenté de faire un petit peu d'archéologie expérimentale en utilisant les trous existants pour donner un petit peu un sentiment de vivre. Et donc là, on est à quelle époque, là? C'est extrêmement difficile à dater, en fait. Et on trouve dans ces forts très peu d'éléments archéologiques au sol. C'était généralement balayé. Et là, vous voyez, alors, la terre montait depuis les piquets là-haut, en bois, et recouvrait 1,50 m ces maisons. Donc on a eu l'émotion de retrouver la ruelle, avec tout, et les emmarchements derrière qui montent vers la chapelle. Et là, votre ambition, c'est quoi, là? D'une manière générale, c'est de redonner la lisibilité au site, donc, de retrouver les ruelles, les escaliers, les maisons qui se trouvent encore enfouies,
de consolider l'ensemble des murs. C'est un pari ambitieux, mais c'est la seule manière de sauver. Il faut une sacrée motivation quand même pour faire ça, pour se lancer dans une aventure comme ça. Bon, c'est le plaisir de la pierre et de redonner vie. Hein. Ouais. Et puis de Et de s'inscrire. sauver surtout, parce qu'en fait, il ne serait rien resté de tout ça. Ouais. Il y avait des brèches et des béances partout, y compris dans l'intérieur du château. Tout serait effondré. Hein. Là, on a continué notre voyage dans le temps. Voilà. On s'approche du château proprement dit. Voilà dans la cour du château, avec le donjon roman 12e à droite et le donjon gothique qui lui a été accolé. Donc voilà la tour d'escalier octogonale qui dessert les grands corps de logis qui se trouvent derrière, qui donnent sur la vallée. Et on retrouve la belle couleur de pierre dorée du Sarladé. Oui. On va à l'attaque du donjon? Allez, attaquons le donjon. Sacré point de vue. Hein. Et là, quand on sait la richesse qui se trouve là, derrière les frondaisons, quand on sait toute l'histoire et toute la vie depuis nos origines. Il y a du monde qui est passé vers là. Et puis c'est un pays de cocagne, tout ce qui permettait la vie. Réellement. Vous voulez dire les truffes? Par exemple. Erreur programme, reboot en cours. Réinitialisation du GPS. Échec. Veuillez ramener votre GPS dans un centre agréé. Your GPS is rebooting, please shut it down. Kanshi Magaza Titori. Arigato gozaimasu. Your GPS is rebooting. Please shoot it down. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre.